Avertissement. Cette capsule sert d'introduction. Vous devez aller en classe pour réussir. Nous préférons vous en avertir. Bonjour, bienvenue à votre premier cours de chimie des solutions. Aujourd'hui ensemble, on regarde les gaz parfaits. Toute matière, que ce soit des atomes, des molécules ou des ions, possède une certaine énergie cinétique, qu'on va abrévier énergie cinétique, due à l'agitation thermique, c'est-à-dire à la température. Et donc, plus la température est élevée, plus l'énergie cinétique des particules est élevée elle aussi. Que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse, la matière possède une certaine énergie. Maintenant, à l'état solide, il existe, à cet état-là, des liaisons qui retiennent les particules ensemble. C'est ce qui caractérise le réseau cristallin du système solide. L'énergie des liaisons, peu importe le type, qui relie les particules entre elles, elle est typiquement plus élevée que l'énergie cinétique de chacune des particules. Ce qui fait qu'il y a une forte cohésion. Ça se tient. Donc les particules ne partent pas dans tous les sens. L'énergie des liaisons est plus élevée que l'énergie cinétique. Dans le liquide, on se trouve plus dans une zone où l'énergie des cinétiques et l'énergie des liaisons est similaire. Les particules bougent plus. Elles se transportent en translation et en rotation dans le liquide, mais il y a quand même encore des liaisons entre les particules, des liaisons intermoléculaires, etc. Dans le système gazeux, par contre, l'énergie des liaisons est inférieure à l'énergie cinétique. Les particules ont tellement d'énergie qu'elles s'éloignent les unes des autres sans interagir. Donc, on caractérise l'état gazeux comme un état de grande énergie cinétique, où l'énergie des liaisons est inférieure. Qu'est-ce qui se passe dans un ballon? Okay. On s'intéresse au gaz. Un ballon peut contenir des gaz, ça pourrait être un contenant qui n'est pas élastique. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un contenant lorsqu'on veut essayer d'expliquer la pression? Eh bien, la pression, peu importe ce que ce soit en physique ou en chimie, c'est toujours la même chose. C'est un rapport de deux choses, une force qui est appliquée sur une certaine surface. Par exemple, vous allez cet hiver faire de la raquette. Pourquoi on utilise des raquettes lorsqu'on fait de la marche en forêt? Eh bien, si vous y allez sans raquette, la pression que vous exercez sur la neige va être concentrée sur la surface de vos deux pieds. Si vous voulez marcher sur la neige sans vous enfoncer, vous augmentez la surface de votre pied, c'est-à-dire en plaçant des raquettes, pour essayer d'augmenter la surface sur laquelle vous marchez et de diminuer la pression que vous exercez sur la neige. Pour un gaz, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que la pression d'un gaz, tout comme celle que vous exercez sur la neige, dépend de la force qui est appliquée sur une surface, donc par unité de surface, qui résulte des chocs des particules gazeuses sur les parois du récipient. Par exemple, chacune des particules ici a une énergie cinétique et en voyageant dans le ballon, frappe les parois et les chocs font que le ballon se tient à un certain volume. Si c'était un récipient rigide, on mesurerait la pression élevée ou basse selon le nombre et la force des collisions sur les parois. Examinons maintenant la différence entre un gaz réel et un gaz parfait. Les gaz parfaits, c'est un peu le modèle qu'on a utilisé pour simplifier ce qui se passe réellement dans la nature. On va examiner trois critères. Les interactions entre les particules de gaz, la nature des particules de gaz et le volume de ces particules-là. Dans le réel, les interactions entre les particules, elles sont faibles, où il y en a très peu de particules, très peu d'interactions entre les particules. On se dit souvent que si deux particules se frappent dans un gaz qui est réel, la collision ou les collisions qui résultent de ces chocs-là sont à peu près entièrement élastiques. Des collisions quasi-élastiques. C'est-à-dire que l'énergie des particules, au moment où elles se frappent, elles conservent cette énergie-là lorsqu'elles repartent. Et donc, il n'y a pas de dissipation d'énergie sous autre forme que l'énergie cinétique lorsqu'elles arrivent et lorsqu'elles repartent.
La nature des particules influence peu. Okay? Que ce soit de l'azote ou de l'oxygène, son comportement dans un ballon, on peut s'assurer que c'est à peu près la même chose. Et le volume des particules, ben, le volume, il est négligeable. Il est négligeable lorsqu'on le compare au volume du système. Il existe, mais négligeable. Ce qui fait que lorsqu'on veut examiner une équation qui veut relier la pression d'un système, le volume des particules, à la température et le nombre de moles, la pression doit être corrigée pour la nature et l'interaction que les particules ont entre elles. Donc le A vient de la nature et le V, c'est le volume. Ici, le volume qui est normalement dans l'équation des gaz doit être corrigé pour le volume des particules. Et donc, réellement, il faut apporter des corrections ou des ajouts à une équation qui décrit les particules. Pour les gaz parfaits, l'interaction, on dit qu'il n'y en a aucune. On dit que leur nature n'influence pas, okay? Aucune influence. S'il n'y a pas d'interaction, peu importe ce que c'est dans le ballon, il n'y aura aucune influence. Et leur volume, il est nul. C'est un modèle. C'est pas vrai qu'une particule n'a aucun volume, sinon elle n'existe pas. Mais pour le modèle des gaz parfaits, les particules n'ont pas de volume. Ce qui fait qu'on peut simplifier les deux termes ici et avoir l'équation qu'on connaît, PV est égal à nRT. Dans l'équation de PV est égal à nRT, c'est-à-dire la loi des gaz parfaits, il y a des variables et des unités. PV, nRT. La pression, souvent exprimée en pascal ou en kilopascal. Le volume en mètres cubes ou en décimètres cubes. Notez la correspondance. Si la pression est en pascal, vous devez exprimer le volume en mètres cubes. Si la pression est en kilopascal, vous devez exprimer le volume en décimètres cubes. N, c'est le nombre de moles de particules. R, c'est la constante des gaz parfaits. 8,314 joules par mol Kelvin. La température est exprimée bien sûr en Kelvin. Les Kelvins, je vous dirai un petit peu plus tard, juste un petit rappel, si vous avez 1 décimètre cube, c'est 1000 fois plus de centimètres cubes, donc 1 fois 10 à la 3 cm3. Si vous avez 1 décimètre cube, c'est 1000 fois moins de mètres cubes que vous avez, donc 1 fois 10 à la moins 3. Un petit rappel, lorsqu'on parle d'une réaction ou d'une situation aux conditions normales ou aux conditions ambiantes, on veut dire que la pression est de 101,3 kPa, mais que la température, pour les conditions normales, est à 0 degrés Celsius et pour ambiante, à 25 degrés Celsius. Par contre, on travaille toujours en Kelvin. Et donc, vous devez travailler avec 273,15 Kelvin et 298,15 Kelvin pour les conditions ambiantes. Assurez-vous de bien lire dans l'énoncé du problème si vous êtes à conditions de pression et de température normale ou ambiante. Il y a une différence entre les deux. Finalement, dans les exercices qu'on va faire incessamment, vous allez voir différents types d'applications de la loi des gaz parfaits. On va commencer par deux simples. On a un gaz et on cherche une inconnue. La pression, le volume, le nombre de moles, la masse, peu importe. Dans l'équation des gaz parfaits, il va y avoir une seule inconnue. On pourrait avoir un gaz et on passe d'une condition à une autre. On change la température, on change le volume, on change le nombre de moles. Qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là? Éventuellement, dans les prochains cours, on va faire plusieurs autres situations où on va rajouter des mélanges de gaz, on va rajouter des particules non volatiles, etc. Donc, deux situations simples qu'on s'exerce prochainement. À bientôt.